Alors cette fois-ci, comme vous le voyez, c'est la troisième et dernière partie de ce thème, puisque nous avons abordé deux textes différents portant sur le même thème, donc l'inanimé prêchant la loi, Mujō Seppo, traité par Dogen une fois en chinois, à la fin de sa vie, j'y reviens à la conclusion, et l'autre dans le Shobo Genzo, d'un sermon donc de 1243. Et nous nous sommes arrêtés à la fin du cours précédent sur la phrase de Dogen qui nous mettait en garde contre une interprétation hâtive de ce dogme, donc cette théorie, qui nous semble a priori facilement définissable de l'inanimé. L'inanimé. Mujo, n'est-ce pas, Nasake Naki. Je ne vais pas revenir sur l'étymologie, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais Mujo correspond à ce qu'on appelle la nouvelle vague de vocabulaire bouddhique qui s'est implantée à partir du 7e siècle, à partir de Xuanzang, de Genjo, dans le même sens que le sanskrit sattva, qui veut dire les êtres, et que l'on traduit d'ordinaire Jusho, c'est pas Zhongshan en chinois. La nouvelle école de Xuanzang et de ses disciples a jugé que le mot de Uzhou, pour traduire Jusho, donc les êtres, était plus adapté pour traduire le sanskrit sattva. Malheureusement, si l'on peut dire, le sanskrit, le mot Uzhou, Nasake Harumono, les doués de sentiments, traduit un sanskrit pranin, qui veut dire ceux qui sont doués de souffle, n'est-ce pas? Alors, vous voyez déjà dans le processus de traduction du sanskrit en chinois, vous avez une valeur ajoutée qui n'est pas anodine. Le sanskrit, d'abord en sanskrit, sattva ne veut dire simplement les étangs, avec un T et pas avec un G. Et pranin, c'est ceux qui respirent. Donc, si on avait connu le mécanisme de la chlorophylle, on aurait mis aussi les végétaux dans les pranines, n'est-ce pas? Et alors qu'en chinois, ça implique vraiment un sentiment. Donc, les animaux sont aussi appelés Uzhou, n'est-ce pas? Mais comme je vous l'ai déjà plusieurs fois signalé, je pense, il y a une sorte de tropisme anthropocentrique dans le vocabulaire bouddhique chinois. Là où c'est beaucoup plus neutre en sanskrit, les Chinois orientent plutôt vers l'humain. Uzhou, manifestement, c'est l'humain. Et les animaux, disons les animaux développés à la rigueur, on va voir d'ailleurs que ça fait problème du côté de Dogen, alors que le Mujō, donc c'est ce qui n'est pas doué de souffle, l'inanimé. D'ailleurs, exactement comme n'oubliez pas que anima veut dire le souffle à l'origine, n'est-ce pas? Donc ceux qui sont comme les animaux, n'est-ce pas? Ceux qui sont doués de souffle. Donc Mujō implique beaucoup plus facilement les catégories données par Dogen. Et justement, Dogen, dans le passage que nous sommes en train de voir, il nous prévient que croire reconnaître l'inanimé dans les plantes, les tuiles et les graviers, n'est-ce pas, Somoku Wareki ou Wareaku, c'est faire preuve d'une science incomplète, Fuhengaku, vous en souvenez. Et il ajoute que ce dogme n'est nullement accessible à la réflexion du vulgaire profane. Donc vous voyez qu'il y a ici déjà tout de suite une prise de position contre le Joshiki, n'est-ce pas, les attitudes mentales habituelles qui nous donnent l'impression qu'on sait d'emblée ce qu'est l'inanimé. Alors nous allons voir aujourd'hui comment il poursuit sa description du dogme de l'inanimé en y apportant des perspectives nouvelles pour l'intelligence de ce terme, puis comment il envisage la possibilité de la perception de l'inanimé et de sa prédication. C'est un essai de définition qu'il n'y avait pas dans les extraits chinois qu'il nous avait donnés, comme vous le rappelez. Nous verrons ensuite comment ce qu'il serait simplificateur d'appeler la conclusion de ce sermon peut être rapporté à la cryptique dernière phrase que Dogen prononce dans son sermon chinois de Eihei Koroku,
le recueil étendu de Heihe, du Heiheiji, et Dogen lui-même, n'est-ce pas? Voyons donc tout d'abord en quoi le règne de l'inanimé, conçu comme le végétal et le minéral, voire le végétal, le minéral et le construit. N'oubliez pas qu'il y a aussi dans l'inanimé les murs, Shoheki, et dans d'autres listes plus longues que nous avons aussi les pays, n'est-ce pas? Kokudo, le territoire, ce qu'on pourrait presque traduire par le Kokudo veut dire maintenant le territoire national, n'est-ce pas? C'est-à-dire donc les royaumes et les contrées Kokudo. Ce ne sont pas seulement des choses entièrement naturelles, mais des constructions humaines. Les tuiles aussi, n'est-ce pas? Kawara, donc, ce sont des constructions humaines. Donc il y a déjà la description même de l'inanimé dans le bouddhisme chinois, l'expression chinoise en général, a une ambiguïté presque définitionnelle. Alors, donc, voyons d'abord en quoi le règne de l'inanimé, conçu comme le végétal et le minéral, voire le végétal, le minéral et le construit, le podithique presque, n'est nullement accessible à la réflexion du vulgaire profane, comme le dit Dogen, Bonryo no hakaru tokoro ni arazu. Voici comment Dogen développe cette idée. Pourquoi en est-il ainsi? C'est qu'il y a une immense différence entre les arbres du plan des dieux et ceux du plan des hommes, et que ce qui pousse au royaume du centre et dans les contrées périphériques n'est pas identique. Tenjo Ningen no Jurin, Tenjo Kai et Ningen Kai, sous-entendu. Alors, Chugoku Henji, comme vous voyez, je n'ai pas traduit Chugoku par Chine, et même pas par Empire du Milieu, mais par Royaume du Centre. Et alors, donc, sono Oumono wa hitoshi karazu, n'est-ce pas? Donc, c'est Shui a dit Shoujo hitojiki ni arazu. Ce ne sont pas des hitoshiki ni arazu. Ce ne sont pas des choses égales entre elles. Nous voyons ici l'extraordinaire faculté qu'a Dogen d'apporter à tous les dogmes familiers des clercs bouddhiques une amplification inattendue, en opérant un saut dans des dimensions que l'on n'avait pas songé à explorer avant lui. En étendant le champ du végétal et du minéral, mais imitons-le et restons surtout dans le végétal. Comme vous voyez, il emploie presque toujours des termes se rapportant à la végétation, somoku, jurin, etc. On sait bien qu'il y a le minéral en plus, enfin le minéral au sens le plus large, comme je viens de vous le dire, mais pour les Japonais en particulier, lorsque l'on parle de ce dogme, c'est le végétal que l'on a en tête, bien évidemment à cause des répercussions littéraires, poétiques de cela. Donc, en étendant ce champ du végétal et du minéral, il lui donne une telle immensité qu'il devient impossible de lui appliquer nos conceptions habituelles, de celles qui ont permis de parler de l'éveil de l'inanimé contemplé par les poètes dans la nature familière du Japon qui l'entoure, ou d'entendre la prédication de la loi dans le frêle chant de la fauvette Uguisu. Vous vous souvenez, nous avions vu il y a quelques années des poèmes où, en fin de compte, toute la nature chante, psalmodie les sutras bouddhiques, ce qui est la compréhension immédiate de ce dogme pour les Japonais. C'est-à-dire que les animaux et les plantes sont un peu dans le même camp de ce qui n'est pas l'humain et qui répercute tout aussi clairement le dharma que les humains. Il est bien évident que l'on a de la peine, et voire quelque embarras, à revenir à de telles vues qui apparaissent presque simplistes après le saut cosmique de Dogen. Soulignant dans ce passage que nos forêts sont avant tout celles du monde des humains, il rappelle qu'il y en a aussi dans le monde des dieux, avec des arbres, bien qu'il ne le mentionne pas, qui n'ont plus rien à voir avec les nôtres, dont la matière est les 7 matières précieuses, Shippo, n'est-ce pas? Shippo, Nanatsu no Takara Mono, vous avez des descriptions des terres de Bouddha, des terres divines, où les arbres sont composés de matières précieuses et pas d'arbres. Est-ce que ce sont des animés, des inanimés? Est-ce que ce sont des arbres miraculeux donc, qui ont quelque chose de plus que nos arbres? On ne le sait pas.
Que pouvons-nous savoir des capacités de tels végétaux à prêcher ou non la loi? Et nous pouvons aussi apprécier l'ambiguïté, toute relative, il est vrai, car la suite du texte l'a dissout en mentionnant un peu plus loin la Chine et le Japon de façon un peu explicite, de son appellation du royaume du milieu et des contrées périphériques. On sait en effet que les Japonais ont volontiers appelé leur pays, les îles qui constituent l'archipel, des grains de millet au bord du monde. Sanzoku Henji, c'est un terme très, très employé dans la littérature classique, l'archipel japonais se concevant comme des grains dispersés à bord du monde connu. Pour ce qui est du royaume du centre, Chugoku, c'est parce qu'on est là, qui désigne l'Inde dans la cosmologie bouddhique traditionnelle et dans les textes bouddhiques, Chugoku, c'est l'Inde et pas la Chine. Il est bien évident que le terme peut aussi signifier le royaume du milieu, l'empire du milieu, c'est-à-dire la Chine. Ici, et vous allez voir qu'il y a une ambiguïté, mais on peut en tout cas, par précaution, prendre cette expression, cette locution dans sa double dimension. L'une, la dimension haute, n'est-ce pas, qui correspond à peu près au monde des dieux de tout à l'heure, les Tenjo, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'Inde et le monde qui entoure l'Inde, et l'autre basse ou restreinte, la Chine et le Japon. Mais c'est la dimension basse qui sera précisée un peu plus loin, comme vous le verrez. Bien entendu, on se gardera de voir en ces mots un quelconque souci d'ordre naturaliste. Dogen ne parle pas de différentes espèces du monde végétal, si diverses entre elles qu'on ne saurait les englober d'une même dénomination. Pas plus qu'il ne parle des plantes carnivores, par exemple. Pour lui, le monde de l'Inde est différent du sien, tout simplement. Les phrases suivantes développent cette idée. Les plantes dans les océans et dans les montagnes sont toutes différentes entre elles. Il serait trompeur de le comprendre selon nos critères, car on ne verrait pas pourquoi certaines d'entre elles seraient animées, et la suite nous remet sur le chemin d'une compréhension plus correcte, qui montre que lorsqu'il parle des océans et des montagnes, il ne parle pas de nos océans et de nos montagnes, mais les océans comme univers mythique et les montagnes comme lieu, comme par exemple le Sessen, n'est-ce pas, l'Himalaya, comme lieu quasiment divin de pratique. Et la suite nous remet donc sur le chemin d'une compréhension plus correcte. Les arbres qui poussent dans le ciel, c'est Soda, comme vous le savez, Ku et Soda, il y a encore une fois, Dogen cultive l'ambiguïté. On pourrait dire Kuchu ni Ouru Jurin, ou bien Soda ni Ouru Jurin, ou bien Ku ni Ouru Jurin. À chaque fois, l'idée est un peu différente. Soda, les arbres dans le ciel qui apparaissent aussi, comme la végétation, les fleurs qui tombent du ciel lorsqu'un Bouddha prêche la loi, etc. Vous avez des arbres dans le ciel, presque notre ciel à nous, mais vous avez aussi des ciels, ou des cieux, peut-être là, en espèce, il faudrait mieux parler de cieux, qui sont très loin de nous, et comme pour le Chungoku de tout à l'heure, n'est-ce pas, et qui ont aussi de végétation. Kumo ne uru jurinmo, n'est-ce pas, ce sont dans les nuages, là encore, dans l'univers des dieux. Et donc c'est une allusion à la végétation des territoires célestes et divins, et aussi d'ailleurs, puisque Kumo, comme l'indique le Kumo, celle des demeures des sages taoïstes, comme nous allons bientôt le voir. N'oubliez pas que les sages circulent sur les nuages, n'est-ce pas, en Chine. Dans ces territoires inconnus des hommes ordinaires, il serait hasardeux d'assigner à la végétation et au règne minéral des attributs analogues aux nôtres. Comme il le dit après, n'est-ce pas, Fukato no nakani ou Fukanado no nakani. Alors, Shoujocho no Hyakuso Manju, ou alors, parfois on fait lire, plus en lecture qu'en je vous la donne, Hakuso Banju, Oyoso, Ujoto, Gakushitsubeki Ari, Mujoto, Ninzerarezaru Ari. Des myriades de plantes qui naissent et croissent dans l'air, le feu et les quatre éléments, n'est-ce pas? Shidai, donc l'air, le feu, l'eau et la terre. Vous pouvez ajouter Suido. Il y en a que l'on peut généralement comprendre comme animés, gaku je le traduis ici par comprendre pour simplifier, comme animés, et d'autres que l'on ne peut reconnaître comme inanimés. Cette phrase, à première vue tautologique,
est précisé, comme ça, il arrive souvent chez Dogen, mais en réalité, il n'y a pas de tautologie véritable, n'est-ce pas? Est précisé par celle qui suit. Il en est des plantes comme des hommes et des animaux. On ne peut y distinguer animés et inanimés. On pourrait par exemple penser à des Dogen implique que l'attribut d'animé, le ujo, est aussi fort difficile dans certains cas à conférer à certains animaux, comme par exemple les vers de terre, les fourmis, les tout petits animaux qui grouillent dans les grains de blé et de riz, n'est-ce pas? Est-ce que c'est de l'animé ou de l'inanimé? Alors que le fait que les animaux en général soient compris dans les 6 voies, n'oubliez pas les animaux chikusho, comme vous avez ici, ninchiku, n'est-ce pas? C'est chikusho, donc c'est l'une des 6 voies de la réincarnation. Là, ça met bien sûr les chikusho, les animaux, dans la catégorie des animés. Il se pourrait donc, selon lui, qu'existe entre certaines espèces de plantes, surtout si elles n'appartiennent pas à notre monde, des différences aussi grandes qu'entre humains et animaux. Et même dans des régions qui sont plus proches de l'imaginaire des auditeurs de Dogen, il est difficile de se faire une raison. Oui. Iwanya senka ou senke no juseki ka to sui nado, ou bien jushaku ge ka to sui nado, miru ni gija oyobazu tomo, Setsuja sen ni katakarazaran ya. Alors, d'autant plus, il en est d'autant plus ainsi pour les arbres et les pierres, les fleurs et les fruits, les sources chaudes et froides des demeures d'immortels, qui, à les voir, ne suscitent aucun doute, mais qui sont impossibles à décrire, Setsuja. Lorsqu'on les voit, ce sont de l'inanimé, mais est-ce qu'on peut vraiment les poser, leur attribuer Setsuja, le qualificatif d'inanimé? On reconnaît ici dans le mot senka, les demeures d'immortels, je ne sais pas si certains s'en souviennent, le titre de l'une des rubriques du Wakan Roeshu, des poèmes chinois et japonais dignes d'être récités ou chantés, que nous avons étudié il y a 2 ans. Un recueil japonais du tout début du XIe siècle, donc 250 ans avant Dogen, n'est-ce pas, dans lequel il y a cette rubrique. Et on n'aurait que l'embarras du choix pour trouver des choses qui correspondent, des extraits qui correspondent à ce que veut nous dire Dogen ici, mais je vous invite à regarder, à vous rappeler cette citation d'un poème de Wen Tingyun, n'est-ce pas, On Te-in en chinois, donc d'un contemporain de Po-Ju-i, n'est-ce pas, de Hakyoi, du IXe siècle. Et vous voyez, je vous donne ici le texte chinois avec la transcription en kundoku, et je vous rappelle la traduction. Au fond des montagnes, je cueille les pousses de fougères sans que les nuages ne me fuient. Et vous voyez encore la collusion entre les nuages et les plantes. Dans mon antre, Dochu, n'est-ce pas, dans mon antre d'immortel, c'est un ermite qui parle. J'ai planté un arbre qu'une grue a découvert en premier. Une grue, l'oiseau, n'est-ce pas? Et ce qui montre l'imbrication des nuages, des plantes et des animaux, avec en plus la mention des arbres dans une grotte. L'arbre pousse dans une grotte, ce qui s'apparente aux plantes dans un milieu extraordinaire, comme nous en avons vu plus haut, ciel, nuages, etc. Comme c'est un immortel, sa grotte n'est pas un endroit terrestre. C'est peut-être une grotte qui est à l'extrême ouest de l'Himalaya, dans les monts Kunlun, n'est-ce pas, ou bien dans d'autres territoires taoïstes chinois qui sont en dehors du monde. Sans même aller jusqu'à l'univers bouddhique, donc, mais en restant dans l'ordre du taoïsme, le décor miraculeux, le milieu de vie fantastique des immortels, des sannins, défie tout aussi bien nos catégories. Et la dernière phrase.
la dernière phrase de ce développement résume sa mise en garde. Tada wazuka ni shinshu ikkoku no somoku o mi, nippon isshu no somoku o kanshu shite. Alors, là, on peut dire Mambo Jinkai Tomo Kaku no Gotoku Arubeshi to Gigi Shōryo Suru Koto Nakane. N'allez donc pas conclure hâtivement pour avoir à peine vu les plantes du seul royaume divin. Je reviens là-dessus dans un instant. Et pour être familier des plantes du seul Japon, qu'il en va de même de celles de l'infinité des autres mondes. Shinshu, Shinshu Ikkoku, le seul empire de Shu, du continent, si vous voulez ici, divin, c'est la Chine. Tout à l'heure, Chugoku ne voulait pas dire Chine. Eh bien, ici, un autre nom que celui courant de la Chine signifie la Chine. Il y a... donc, je pense que Dogen fait exprès ici de désarçonner un peu le lecteur, mais enfin, si on est habitué au texte bouddhique, ce n'est pas si surprenant. Chugoku, ça n'est pas la Chine, alors que Shinshu, c'est la Chine et le Japon. Vous voyez qu'il met ici la Chine et le Japon dans le même sac. C'est assez intéressant. Tout à l'heure, nous avions Chugoku Henji, ou Henshi, les territoires périphériques, mais ici, Shinshu Nihon. Et seul le Japon est appelé par son nom. Pour ce qui, alors, on pourrait gloser assez longtemps là-dessus, je ne vais pas le faire, sur l'emploi de la désignation de Dogen pour la Chine. Mais vous voyez qu'il y a Shin, Kami no Kuni, n'est-ce pas Kami no Kuni, normalement, c'est le Japon. Et on peut se demander s'il n'y a pas ici une allusion cachée à l'idée du Honji Suijaku, n'est-ce pas, les bases originelles, les bases foncières et les traces descendues, c'est-à-dire, alors Honji, ça serait le Chugoku, c'est-à-dire non pas la Chine, mais l'Inde, et Suijaku, Chine et Japon ensemble, dans des dimensions plutôt inférieures du monde. Il y a, en tout cas, il y a ici un net désir de mettre le Japon et la Chine sur le même plan. Ce qui rend trompeur la traduction de Chugoku Henji de tout à l'heure par la Chine et le royaume périphérique qui est le Japon. Bien sûr, il y a une ambiguïté, comme vous l'avez vu, Dogen adore cela. C'est à peu près aussi loin qu'ira ici Dogen dans sa définition de l'inanimé. Nous ne sommes pas certains de l'avoir suivi pleinement, mais une chose semble assurée, c'est qu'il s'agit de quelque chose d'analogue au totalitaire, alitaire des scolastiques latins. La définition que nous pensions en avoir, nous et la plupart des bouddhistes japonais, y compris et surtout les poètes d'ailleurs, qui ont chanté de façon si ingénieuse le Mujo Seppo, la prédication de la loi par l'inanimé, vous vous souvenez des poèmes de Jien, ne convient pas du tout à Dogen. Et nous voyons aussi qu'il récuse jusqu'à la distinction entre Ujo et Mujo, entre animé et inanimé. Nous ne dirons certes pas qu'il s'agit d'une révolution. Le Tendai lui-même, l'école Tendai, ne dit rien d'autre, puisque dans ce système scolastique, franchement scolastique cette fois, les distinctions extrêmes, Nihen, n'est-ce pas, les deux extrémités d'affirmation, de négation ou de toute vue partielle, Henken, sont résorbées dans la vérité médiane, Chudo, Chutai, et l'animé comme l'inanimé sont absorbés, co-intégrés dans l'aspect réel des entités, Shōhō Jiso, dont je vous avais déjà parlé. Nous savons bien que cette distinction ne peut être faite que dans le monde phénoménal où règne la vérité vulgaire, Zoktai. Ainsi, comme nous l'avons déjà remarqué, le binôme Mujo n'est pas le terme fondamental de la question posée. Il est entendu que c'est seppo, c'est-à-dire ce n'est pas l'inanimé, mais la prédication qui est au centre même grammaticalement, dans l'analyse grammaticale qu'en fait Dogen, n'est-ce pas, qui est au centre de son propos. Mais c'est la relation entre les deux qui est réellement débattue par Dogen, non pas dans l'entendement que nous pouvons en avoir généralement, qui est l'inanimé prêchant la loi, mais ce qu'il peut y avoir d'inanimé dans la prédication de la loi, et comment cet inanimé peut être perçu. Interrogation d'autant plus subtile que l'on ne sait pas exactement, nous venons de le voir, ce qu'est l'inanimé.
Mais nous allons voir que c'est avant tout en déroulant les procédés de l'analyse linguistique, ou plutôt langagière, pour édulcorer le côté scientifique qu'a le terme linguistique, n'est-ce pas? Je préfère parler de langagier. Dans ce procédé d'analyse linguistique que Dogen entend épuiser les sens de l'expression, c'est-à-dire en donnant les possibilités d'énoncer qui se trouvent en elle. On se rappelle que le point de départ du sermon, nous le trouvons ici, non pas au début, puisque selon ses procédés, Dogen commence au début du sermon, il commence par lancer son interprétation. On ne sait pas de quoi, en réalité, puisque ça ne viendra qu'après. Et puis, après, il cite le passage d'un sutra, ou bien comme ici, d'un goroku, d'un recueil de propos zen, chan, qui seront donc orientés par la description qu'il en a faite au début, n'est-ce pas? C'est tout à fait habile et aussi un peu trompeur pour le lecteur ou l'auditeur. Mais nous savons, par la lecture préalable que nous avons faite de la même question dans le Eihei Koroku, que l'interrogation fondamentale n'est pas l'existence même du Mujo Seppo, mais de savoir qui est capable de l'entendre. C'est à cela qu'il faut faire attention. Avec les deux réponses des deux moines chinois, soit c'est l'inanimé lui-même qui est capable de l'entendre, soit les saints. Vous vous souvenez, Modomodo no Hijiri Shosho ou bien Mujo, qui entend la prédication de la loi par l'inanimé. C'est là la question. Et évidemment, vous voyez que c'est une relation triangulaire que Dogen essaye de traiter, sans le dire explicitement. Bien qu'il soit très difficile de résumer le discours foisonnant de Dogen, essayons d'en donner une idée. Repartons du quatrain du moine Dongshan, n'est-ce pas, Tozan, qu'il appelle le Koso, le grand patriarche, cité dans le Eihei Koroku et repris ici. Je vous relis laissons tomber la lecture sino-japonaise et je vous retraduis ce quatrain. Ô merveille, ô étrangeté, le caractère inconcevable de la prédication de l'inanimé. Si on l'écoute avec l'oreille, on ne pourra en définitive le comprendre, ou on ne pourra jamais le comprendre. N'est-ce pas? Et egatashi, ou nanui, ou nan-e, c'est un terme qu'on va voir tout à l'heure. Mais en entendant sa voix avec la fonction visuelle, gensho, monjo, masani, chi, ou shirukoto, en. Mais en entendant sa voix, la voix de l'inanimé prêchant la loi, avec la fonction visuelle, on en prendra alors connaissance. Dogen, on en prendra alors et seulement, n'est-ce pas, ce Masani ici. Dogen va, à partir de ce quatrain, essayer de montrer en quoi le Mujo Seppo est inconcevable, puis comment on peut le percevoir en perception paradoxale. Et il y adjoint la réflexion de Yunyen, de Ungan, donc, qui est aussi l'un de ses points de départ. La prédication de l'inanimé, c'est l'inanimé qui peut l'entendre. Avec ce commentaire qui doit nous laisser entrevoir son interprétation. Cela veut dire que la prédication de l'inanimé pouvant être entendue par l'inanimé, je vous laisse suivre, n'est-ce pas, essayer de suivre pas à pas, c'est assez subtil. Donc cela veut dire que la prédication de l'inanimé pouvant être entendue par l'inanimé est de même nature et aspect, sho-so. Sho, tachi, la nature, et so, les aspects que nous avons dans jisso, n'est-ce pas, l'aspect réel. Et n'oubliez pas que nous avons toujours ces abréviations cachent des choses plus solides, enfin plus fortes. Derrière Sho, ici nous avons Busho ou Honjo, n'est-ce pas, la nature de Bouddha ou bien la nature foncière. Derrière So, nous avons Jisso, l'aspect réel. Nous le savons parce que nous voyons tout de suite après que ça va concerner les Bouddhas eux-mêmes. Donc cela veut dire que la prédication de l'inanimé pouvant être entendue par l'inanimé est de même nature et aspect que la prédication des Bouddhas, Shobutsu Seppo, pouvant être entendue par les Bouddhas. Vous voyez le parallèle tout à fait
grammatical que fait Dogen. Il juxtapose deux sentences avec des sujets différents qui sont mis l'un pour l'autre. Une assemblée qui va écouter la prédication de l'inanimé, qu'elle puisse être animée ou inanimée, qu'elle puisse être de profane ou de saint, doit être de l'inanimé. C'est-à-dire, quel que soit le statut de l'assemblée, écoutant la prédication du dharma, de la loi de Bouddha, elle devient mujo narubeshi, elle devient inanimée. Elle relève de l'inanimé. Ce ne peut être que ça, beshi. Il résout donc la difficulté en superposant deux propositions, la première peu compréhensible, la seconde l'étant beaucoup plus. Et si nous nous fions à ce parallélisme, c'est ici l'animé qui correspond au profane, l'inanimé au saint, en parfaite contradiction avec ce que nous croyons aller de soi, à savoir que c'est l'animé ujo qui est primordial. À vrai dire, Dogen nous montre sans doute ce qu'il a en tête en précisant, juste après la déclaration de Hungan, qu'il s'agit de la transmission correcte de la loi, de la lignée Chan, Kechimyaku o Shoden Shite. Et surtout qu'il doit être. Alors, je vous l'ai déjà dit, mais là aussi, je suis obligé de simplifier ce sermon. Et nous n'avons pas suffisamment de temps, mais je vous l'ai déjà dit, il faut l'avoir toujours en tête. Dogen prêche, et il prêche pour sa paroisse, comme on pourrait dire. Il prêche en tant que moine du Soto. Et constamment, en filigrane, et puis avec des retours à la surface, nous avons son souci de la transmission correcte de l'enseignement du Chan Soto, n'est-ce pas, chinois. Le Shoden, la transmission correcte. Kechimyaku, la lignée de sang, littéralement, c'est-à-dire la lignée légitimée par la transmission directe de maître à maître. C'est ça qui est toujours derrière. Et ce que nous pensons être un problème quasiment métaphysique est pour Dogen un problème de légitimité. Le seppo, la prédication de la loi, c'est ce qu'il fait, lui. Quel est alors le statut d'un prédicateur comme lui, même un grand maître, par rapport à l'inanimé? Et quel inanimé? Vous allez voir qu'il y aura une réponse à cela si on entend. Et la réponse est dans le Heihei Koroku, vous vous en souvenez certainement, mais vous n'avez peut-être pas fait attention à ce qu'il disait de cette façon-là. La réponse est dedans. Mais il faut vraiment voir que Dogen travaille en 2, voire 3 dimensions. Et ici, il nous redonne bien son souci, l'un de ses soucis majeurs, c'est Kechimyaku o Shoden Shite, la transmission correcte de la lignée légitime, de la lignée sanguine, si l'on peut dire, qu'est le Chan. Et surtout, et là encore, une autre préoccupation souterraine de Dogen que nous devons avoir toujours en tête, elle doit être méditée et pratiquée, sangaku, vous vous souvenez de ce terme, en tant que renoncement au corps et à l'esprit. Vous allez me dire encore, n'est-ce pas, c'est Shinjin Datsudaku. Vous vous souvenez que c'est la phrase attribuée à son maître chinois, Nyojo, Jujin, qui est amené Dogen au Satori, à l'entendement, à l'intelligence. Et là aussi, ça revient constamment. On la revoit de loin en loin dans ce sermon, comme on la revoit dans pratiquement tous ces sermons. C'est le dépouillement, la chute, n'est-ce pas, comme le couvercle, le fond d'un vase. Le Datsudaku doit être compris comme un vase dont le fond serait retiré, et voilà, tout s'écroule, n'est-ce pas? Et donc, le corps et l'esprit, Shinjin, Mito Kokoro, Datsudaku, Nugeotsu, tombent. Donc c'est là-dedans, c'est dans ce cadre qu'il faut comprendre cette histoire. Faudra-t-il arriver à l'idée que l'état d'inanimé est cet état d'abandon ou de renoncement? Nous ne serons évidemment pas surpris de retrouver au détour du chemin cette citation du maître, ou pseudo-citation, je ne reviens pas sur la discussion que nous avons eue tout au début, qui est à la base de son entendement. Qu'y a-t-il de plus inanimé qu'une entité qui s'est dépouillée de son corps et de son esprit? Il faut mettre cette idée de Mujo avec l'idée de Shinjin Datsudaku. Alors là, on obtient quelque chose de tout à fait différent. On n'est plus dans les plantes et les tuiles, n'est-ce pas?
L'intrusion de cette autocitation, enfin, qui pour Dogen n'est pas une autocitation, mais pour moi en tout cas elle l'est, nous donne bien sûr une indication décisive. La prédication de l'animé n'est pas comme la prédication de l'inanimé, nous a dit plus tôt Dogen, avant de se lancer dans la tentative de définition que nous avons vue au cours précédent. La prédication de l'animé n'est pas comme la prédication de l'inanimé. Et l'animé, ça ne veut pas dire Bouddha ici, c'est l'inanimé, comme vous le voyez, qui signifie la prédication de Bouddha. C'est un renversement complet de notre vue courante de cette idée. Nous voyons alors se vérifier la supposition d'une lecture tacitement faite en kundoku, c'est-à-dire une lecture explicative en japonais. N'oubliez pas que tout texte chinois est articulé, oralisé en japonais. Et c'est ce qui est derrière la façon qu'a Dogen de comprendre ce texte chinois. Et donc, ce Mujo Seppo était articulé en Mujo Naru Seppo, la prédication qui est faite par l'inanimé, c'est-à-dire au-delà de l'animé. N'oubliez pas, le mu est ici un mu transcendantal. L'animé étant le shinjin, mi tokokoro, le corps et l'esprit, l'inanimé est l'état de shinjin datsuraku, de dépouillement du corps et de l'esprit. Et si nous restons dans le parallélisme esquissé tout à l'heure par Dogen, nous comprenons mieux la façon dont il développe son propos. Les saints qui sont mentionnés dans la réplique du précepteur du royaume, n'est-ce pas, du Kokushi Etsu, vous vous souvenez de notre discussion, dans la réplique qui était « Les saints sont capables de l'entendre », n'est-ce pas, « Shoujo on peut lire Temon ou Tebun, n'est-ce pas, « Shoujo Tokumun », on dirait en bon japonais bouddhique « Shoujo Tokumon », mais dans la lecture ici, ce sera Tebun ou Témon parfois. Les saints qui sont mentionnés donc dans la réplique du précepteur du royaume, consistant à dire « les saints sont capables de l'entendre », c'est-à-dire l'objet étant la prédication de l'inanimé, ne peuvent être que l'inanimé lui-même. Les saints sont l'inanimé. Vous voyez, Shoujo wa Mujo Narubeshi. L'inanimé qui est mentionné dans la réponse de Ungan de Yunyen, l'inanimé est capable de l'entendre, ne peut être que les saints eux-mêmes, shoujo. Vous voyez que vous vous souvenez que j'avais présenté la notice de Eihei Koroku comme une sorte de mise en débat, en disputation, opérée par Dogen sur ces deux réponses des deux maîtres, n'est-ce pas? L'un disant que seul l'inanimé est capable d'entendre la prédication de l'inanimé, l'autre étant que seuls les Bouddhas, les saints, peuvent l'entendre. Et ici, vous voyez, Dogen met les deux ensemble. L'inanimé, c'est les saints, et les saints sont l'inanimé. Il y a ici donc parfaite superposition des deux propositions que nous avons vues tout à l'heure, les Bouddhas et l'inanimé. Pouvons-nous dire que nous sommes surpris d'un tel développement qui paraît à première vue une sorte de saut imprévisible et étonnant de Dogen dans le paradoxe? Que l'inanimé, qui nous semble le plus loin possible de ce que l'on peut imaginer de l'identité, de l'entité d'un Bouddha, ne soit autre que le Bouddha prêchant. Et n'oubliez pas qu'un Bouddha, un Nyorai, un ainsi venu, un Tathagata, c'est un éveillé qui prêche la loi. Et pourtant, quel moine, peu ou prou versé dans la scolastique du Tendai, pourrait-il s'étonner de cet apparent paradoxe? Qui révèle explicitement la profondeur de sa doctrine, mais qui en dit cependant suffisamment pour que l'on comprenne qu'il faut évidemment faire référence à la théorie selon laquelle, je vous le redis, n'est-ce pas, la théorie, vous vous souvenez des deux rétributions, les rétributions directes et indirectes, et lorsque qui est développé dans le scalpel de diamant, les rétributions indirectes, c'est le monde dans lequel nous vivons. Pour faire rapide, c'est l'inanimé. Mais lorsque l'être qui crée, parce que nous sommes dans une structure mentale, n'est-ce pas, notre monde extérieur est créé par l'esprit. Cela est tout à fait va de soi.
eh bien, dans ces structures mentales, lorsque l'être devient Bouddha, s'éveille, son monde s'éveille avec lui. Donc il n'y a pas de contradiction entre les deux. Le monde étant une projection de l'esprit qui s'éveille éveille le monde. Et les deux, bien sûr, sont résorbés en une seule entité. C'est donc la dualité, la non-dualité. C'est un terme qui se trouve dans le scalpel de diamant, n'est-ce pas, le Congo Béron. La non-dualité des rétributions directes et indirectes, on dira Shoei Funi, et aussi c'est allié au dogme de l'identité de la pensée, Shin, des Bouddhas, Butsu, ou du Bouddha, et des êtres Shujo. Ça c'est une citation déjà du sutra de l'ornement de splendeur, n'est-ce pas? Donc, c'est tout à fait dans le cadre de notre c'est du Tendai, mais vous voyez que ça ne surprend absolument pas. Si on a cela en tête, on n'est absolument pas surpris de la conclusion de Dogen. Donc, la nature de Bouddha étant présente dans l'ensemble des entités, y compris chez les inanimés, c'est l'ensemble de ce que nous appellerions la nature, nous, enfin, en tant qu'occidental, n'est-ce pas? Nous, en tant qu'occidentaux, qui devient Bouddha. Dans ce cas, il va de soi que la distinction entre les deux ordres ne saurait relever que de l'expédientiel, du conditionnel, du phénoménal, Hoben, Gon et Zoku, n'est-ce pas? Et Dogen prêche, c'est la dernière partie, termine ainsi son développement. Ce que prêche l'inanimé est l'inanimé, pour la raison que la prédication de l'inanimé n'est autre que l'inanimé lui-même. Et s'il en est ainsi, l'inanimé est prédication et la prédication est inanimé. Mujo seppo nari, seppo mujo nari. Nous sommes obligés de lire la dernière proposition, si nous voulions la lire de façon analytique en japonais, comme Mujo wa seppo nari et seppo wa mujo nari. Obligé par qui ou par quoi, peut-on se demander? Simplement par la logique même du kundoku, du procédé de la lecture japonaise en japonais des textes chinois. Cette lecture explicative qui possède sa logique propre et dont nous voyons ici encore qu'elle est réellement la structure cachée, la grille de lecture subliminale qui permet à Dogen cet enchaînement combinatoire à première vue si intrigant. Bien qu'il soit certainement téméraire et d'une folle inconscience d'oser prédire ce que ferait ou non un moine Chan chinois à sa place, je crois que l'on peut poser avec une assez grande certitude que ce que fait Dogen ne relève pas tout à fait, ou même pas du tout, des jeux de langage surabondants dans la littérature bouddhique chinoise. Certes, il se trouve dès les textes les plus anciens chinois, et l'on pourrait pratiquement soutenir que le caractère apocryphe chinois, par exemple, d'un sutra comme le sutra des sens innombrables, le Muryo-gikyo, qui est démontré à la simple lecture des élaborations ou des déclinaisons de vocabulaire qui seraient à peu près intraduisibles en sanskrit. Lorsqu'on lit le Muryo-gikyo, vous savez qui est le sutra que l'on met avant le sutra du lotus, surtout au Japon. C'est un sutra qui a été manifestement fait en Chine pour compléter le début, le prologue du sutra du lotus, dans lequel on dit que le Bouddha Shakyamuni, a prêché un sutra des sens innombrables. Ça ne voulait sans doute pas dire cela dans le sanskrit originel, puisque ça voulait simplement dire qu'il a prêché d'innombrables enseignements. Mais la traduction chinoise a fait de ce passage le titre d'un sutra. Donc les Chinois se sont retrouvés avec le titre d'un sutra qui manquait. Donc rien de plus simple, puisqu'il manquait, on va le faire. Et on a fait le Muryo-gikyo, n'est-ce pas, le Wuliang Yijing. Et on voit bien, justement, dans les jeux de langage qui sont dans le Muryo-gikyo, dans le Sutra des sens innombrables, que ce n'est pas traduit du sanskrit. Ce sont des jeux, des élaborations plutôt lexicales, ce ne sont pas des jeux, évidemment, ce sont des développements à partir de la syntaxe du chinois, mais qui seraient pratiquement impossible même à retraduire en sanskrit si l'on voulait s'y amuser. Ce sont vraiment des élaborations chinoises. Donc c'est quelque chose qui se joue
en Chine aussi. Mais la façon dont joue ici, je dis jouer au sens bouddhique, n'est-ce pas? C'est-à-dire il joue avec ses pouvoirs divins, ses pouvoirs surnaturels, dans le but de sauver les êtres. C'est comme ça que j'aime ça. C'est pas seulement un jeu de société, vous en doutez bien, pour Dogen en tout cas. Et les jeux auxquels il se livre ne sont possibles que si l'on les regarde à partir de la langue japonaise. Cette dernière phrase, eh bien, en intervertissant les deux syntagmes, mujo, seppo, en transformant donc seppo en nom, n'est-ce pas, alors que c'est une locution verbale, il le fait en japonais. Il le fait à partir du japonais et pas du chinois. Donc, c'est la caractéristique donc, de la combinaison dogenienne, elle indique qu'elle repose sur le kundoku, et précisément qu'elle se fonde non sur les jeux lexicaux, mais sur les possibilités grammaticales de la langue japonaise, et non de la langue chinoise. Un auteur chinois ne se livrerait pas au bouleversement grammatical que commet Dogen, parfaitement justifié par la pratique du kundoku, et aussi libre qu'il puisse se sentir à l'égard de son texte, il ne changera que rarement la nature grammaticale, je parle du chinois, qu'il aura sous les yeux. Ce qui joue le rôle d'un substantif sujet restera substantif sujet chez un chinois. Le prédicat verbal restera prédicat verbal. Ici, Dogen ne peut nous conduire à son interprétation que grâce à la liberté que lui permet le kundoku, qui explicite les relations grammaticales et lui permet de les modifier. Ce n'est qu'en jouant entre les deux langues qu'il peut arriver à cette dernière phrase. L'inanimé est prédication et la prédication est l'inanimé. La prédication de la loi, nous le savons, est le propre des Bouddhas. En transformant le syntagme verbal seppo en substantif et en inversant la locution de 4 caractères selon la logique du kundoku, Dogen ne fait guère autre chose que réaliser ici ce qui s'était déjà dit dans le Sutra de l'ornement de splendeur, repris dans le scalpel de diamant, sur l'unité fondamentale entre la pensée, le Bouddha et les êtres, passé au crible de la non-dualité des deux rétributions. Cette prise de conscience est d'objet d'admiration pour lui-même et ses auditeurs. Et en reprenant la strophe de Dongshan de tout à l'heure, « Ô merveille, ô étrangeté », le caractère inconcevable de la prédication de l'inanimé, il développe en ces termes cette exclamation. S'il en est ainsi, l'inanimé, comme la prédication de l'inanimé, mujo oyobi mujo seppo, il en fait quasiment des synonymes, sont l'un et l'autre inconcevables. Que faire de l'inanimé dont il s'agit? Il faut apprendre par la pratique méditative qu'il n'est ni du profane ni du saint, ni de l'animé ni de l'inanimé. Le profane et le saint, l'animé et l'inanimé sont en effet accessibles à la réflexion, qu'elle soit énoncée ou non énoncée. Mais ce que nous avons ici, c'est l'inconcevable dans toute son étrangeté, auquel ne saurait accéder la sagesse et la conscience des profanes. Chi e shinjiki, ou chi e shinjiki, vous voyez, la troisième ligne avant la fin. Des opérations mentales, d'un côté, shinjiki, qui sont aussi de l'ordre de notre dimension, chi e, ce qui est le propre des saints et des bodhisattvas. Donc, auquel ne saurait accéder la sagesse et la conscience des profanes, des saints et des sages, aussi extraordinaire soit-il. Il ne peut être concerné, ce dogme, n'est-ce pas, par les catégories réflexives, churyo, des dieux ni des hommes. C'est assez... vous voyez que cette tentative de définition finit par un saut dans l'inconnu. Mais, mais en fin de compte, si l'on a conscience du fait que l'inanimé est pratiquement de la même dimension que les Bouddhas, on comprend que l'on puisse le concevoir, puisque les Bouddhas, la sagesse des Bouddhas est inconcevable pour nous. Rappelez-vous, donc, ce mujo, il y a une inversion des valeurs, si j'ose dire, c'est l'inanimé qui devient la catégorie fondamentale pour Dogen. Il reste alors à examiner une autre question tout à fait fondamentale pour le maître de méditation, qui est celle des modalités de perception de la prédication de l'inanimé. Il se lance dans son débat avec lui-même
en prenant comme point de départ la seconde moitié du quatrain de Tongshan. Bon, je vous l'ai donné tout à l'heure, je ne vous le redonne pas ici, mais je vous le relis. Si on l'écoute avec l'oreille, on ne pourra en définitive jamais la comprendre. Mais en entendant sa voix, c'est-à-dire monjo, n'est-ce pas, koe o kiku, avec la fonction visuelle gensho, c'est-à-dire manako no tokoro, on en prendra alors connaissance. Nous avons déjà remarqué que cette permutation des fonctions sensorielles se trouvait déjà évoquée par Kukai dans le Shoji Jisogi, que nous avons lu il y a plusieurs années de cela. Et à travers les commentaires de la fin de Heian et surtout de Kamakura, elle s'était diffusée dans le bouddhisme scolastique japonais. Dongshan, donc dont parle Dogen, n'est-ce pas, qui avait vécu au IXe siècle, de 807 à Tozan, n'est-ce pas, en français, en japonais. Donc il a vécu de 807 à 869, je le rappelle, au IXe siècle. Il n'est pas étonnant de lui voir faire écho à cette idée. Je rappelle que ici c'est une stance de Tozan, n'est-ce pas? Il n'est pas étonnant de le voir faire écho à cette idée propagée à partir de l'œuvre d'un chinois du chinois Yixing, n'est-ce pas, le Ichigyo, qui est mort en 727, et dont Kukai a connu la pensée de Yixing, Ichigyo, qui transmettait lui-même des enseignements tantriques indiens arrivés récemment en Chine. Donc Kukai, lui, les avait connus par son maître chinois Huiguo, n'est-ce pas, Keika, qui est mort en 805 au moment où Kukai était en Chine. Donc sur le dernier vers, Dogen fait ce commentaire. Cet énoncé, doshu, c'est du vocabulaire familier de Kukai, de Dogen, je ne reviens pas là-dessus. Donc cet énoncé, n'oublie pas, do, ici c'est au sens de iyu, n'est-ce pas? Itotte. Cet énoncé, selon l'idée de chacun, serait pensé à peu près comme entendre, c'est-à-dire dans l'idée des gens ordinaires, serait pensé à peu près comme entendre les sons ou les voix des changements, des allers-retours, littéralement, donc des changements de l'évolution de l'activité au rail des herbes, arbres, fleurs, oiseaux, qui sont vus d'ordinaire par l'œil humain. Et vous voyez qu'il met les oiseaux ici dans l'inanimé. Encore une fois, après l'œil écoute, c'est l'oreille regarde que résume ici Dogen. Idée que nous pourrions nous aussi, sinon comprendre, du moins nous représenter poétiquement, à l'instar de Paul Claudel, n'est-ce pas, dont l'œil écoute est une citation. Mais il nous dit aussitôt que ce serait trop simple. Cette idée, Kenjo, Miru Tokoro, j'attire votre attention sur Tokoro encore une fois, est encore plus erronée. Elle ne relève en aucune façon de la loi bouddhique. On ne trouvera dans la loi bouddhique aucune pratique, aucune théorie, aucun principe de cette sorte. Dori, n'est-ce pas, ici. Kaku no gotoku iyu dori nashi. Donc, n'allez pas penser que c'est une simple synesthésie à la mode de Paul Claudel. Ici encore, nous voyons Dogen mettre en œuvre son procédé favori, la manipulation de la langue chinoise grâce aux ressources du kundoku, et le faire pas à pas. Tout d'abord dans cette phrase, où, en écho à l'emploi du terme technique gensho, manako no tokoro, dans le sens de fonction visuelle, qui veut dire littéralement lieu de l'œil, n'est-ce pas? Mais dans ce cas-là, gensho, au sens technique, sho, tokoro, qui veut dire le lieu, ça traduit un mot sanskrit ayatana, qui veut dire, bon, qu'on pourrait traduire, ça veut dire littéralement les entrées, n'est-ce pas? C'est aussi traduit parfois par niu en chinois, le sens d'entrée. Et donc, c'est la fonction organique, si vous voulez. Donc, il emploie d'abord ce terme. Et ensuite, il emploie, après kono genjo, n'est-ce pas, kono miru tokoro, dans un terme plus général qui signifie seulement lieu de vue, c'est-à-dire point de vue, opinion. Et nous voyons aussi qu'il a dans l'esprit la lecture de Tokoro, n'est-ce pas? Puisque vous voyez dans la phrase suivante, nous voyons bien Tokoro est employé en katakana plusieurs fois. Donc, nous voyons ainsi qu'il a à l'esprit la lecture explicative de Sho, le kundoku, c'est-à-dire à savoir Tokoro. Lecture qu'il met presque aussitôt explicitement dans son texte afin d'attirer l'attention de son auditeur sur le fait qu'il va réutiliser le verbe gensho, menotokoro, manatko no tokoro, dans une autre acception. Cette fois, il va le prendre littéralement au sens de menotokoro.
et c'est ce qui est après, n'est-ce pas? Koso do no Gensho Monjo no Sangaku Sodo ni wa. Alors, Mon Mujo Seppojo no Tokoro. Kore Genjo Nari. Ensuite, Gen Mujo Seppojo no Tokoro, Kore Genjo Nari. Il emploie là encore une fois, on a l'impression que Dogen tautologise, mais non. Il vient de nous dire, attention, j'utilise le même mot dans deux sens différents. Donc, je traduis cette phrase. Si nous étudions en méditation, Sangaku, encore une fois, je ne reviens pas là-dessus, le dit du patriarche, Do, encore une fois, c'est au sens de Iyu, n'est-ce pas? Donc, le dit du patriarche qui est entendre sa voix, la voix de l'inanimé, avec la fonction visuelle, le lieu, Tokoro, où l'on entend la voix de la prédication par l'inanimé, c'est le lieu de l'œil, Gensho. Le lieu où se réalise la présence de la voix de la prédication pour l'inanimé, c'est le lieu de l'œil, encore une fois. Nous voyons ici Dogen en indiquant explicitement par l'emploi en caractère syllabique japonais du mot Tokoro qu'il nous faut nous-mêmes opérer cette transposition dans les deux occurrences du même terme chinois Gensho. Il nous laisse donc entendre que l'œil qui perçoit la voix de la prédication et l'œil qui perçoit la présence de la voix de la prédication n'est pas la même chose. Nous avons l'œil comme fonction organique et l'œil comme lieu de réalisation de la perception. Mais il est vrai que Dogen ne fait que nous indiquer la possibilité de cette substitution, sans l'expliciter davantage. Le commentaire qu'il fait ensuite, plutôt que de nous éclairer, s'attache encore une fois à la manière de Nagarjuna à nous empêcher de sombrer dans des amalgames trop faciles. Parce que l'audition des voix par la fonction visuelle ne saurait être égale à l'audition des voix par la fonction auditive, l'audition des voix par le lieu de l'œil n'est pas égale à l'audition des voix par le lieu de l'ouïe. Il ne faut pas comprendre qu'il y a l'organe auditif dans la fonction visuelle. Il ne faut pas comprendre que l'œil est l'ouïe. Il ne faut pas comprendre que les voix ou les sons apparaissent, se présentisent dans l'œil. Il empêche ainsi toute identification hâtive. Mais nous voyons que si nous ne nous distinguons pas dans la traduction les deux sens possibles de Gensho explicités auparavant par Dogen, il nous faut encore nous résigner à ne trouver qu'une tautologie dans la première phrase, ce qui est démenti par la dernière. Vous voyez qu'il nie les trois possibilités d'intelligence, d'entendement que nous avons de cette idée sur l'œil-écoute. Les trois dernières phrases sont trois négations qui brisent tout chemin rationnel. Nous ne pouvons entrer dans la partie suivante du sermon, qui nous entraînerait trop loin, et que nous verrons dans le cadre du séminaire de l'École pratique des hautes études, dont je redirai un mot tout à l'heure. Il nous faut aussi avoir présent à l'esprit que l'œil dont il est question ne peut aussi qu'évoquer le terme fondamental pour tout l'ouvrage, celui d'œil de la loi correcte, shobogen, shobo no manako, sans que la relation soit davantage explicitée par Dogen. Mais bien sûr, nous avons Hogen, c'est l'œil de la loi qui est aussi derrière tout cela. Mais il faut certainement la trouver en filigrane dans les lignes qui viennent conclure le passage complexe sur l'universalité de l'œil, du regard. Je suis obligé d'abréger, de ne pas entrer dans ce passage qui serait trop difficile ici à résumer. Nous le verrons en détail au séminaire, je le lisais. Lisons donc ces lignes. La proposition principale dans ce dit de notre patriarche, vous pourriez lire ici, non pas shushi, mais soshi, c'est le sens logique, c'est un terme de logique, la thèse à démontrer. La proposition principale dans ce dit de notre patriarche est que la fonction auditive est dans l'incapacité de comprendre la prédication de la loi par l'inanimé. C'est la fonction visuelle qui entend sa voix. Plus encore, c'est la fonction corporelle dans son ensemble. Tsushin sho, tsushin mi o tsuzuru tokoro. Et vous voyez encore l'ambiguïté des deux. Plus encore, c'est la fonction corporelle dans son ensemble qui entend sa voix. C'est la fonction du corps universel, henshin sho, ou le lieu du corps universel qui entend sa voix. Quand bien même on n'aurait pas la compréhension synthétique,
un terme que l'on trouve aussi dans le Tendai, Taikyu, c'est comprendre en substance, c'est comprendre dans l'intégralité du corps, différent de chaque la compréhension analytique, la compréhension qui découpe. Tai, c'est la compréhension globale synthétique. Quand bien même on n'aurait pas la compréhension synthétique de l'audition de la voix par la fonction visuelle, on peut accéder à la compréhension synthétique de l'idée selon laquelle la prédication de l'inanimé, c'est l'inanimé qui peut la comprendre. Jusqu'ici, ça va. Datsuraku subeshi. Il faut s'en dépouiller. Merveilleuse conclusion qui est bien dans le mode nagarjunien de Dogen. Alors que nous pensions avoir accédé à une certaine compréhension du dogme du Mujo Seppo, le maître vient rappeler encore une fois sa formule salvatrice, Shinjin Datsuraku, qui exige le dépouillement des deux supports de la perception de la prédication qui ont été exposés. L'esprit, puisque les fonctions sensorielles, Rokusho, n'est-ce pas, Mutsu no Tokoro, sont incluses dans l'esprit conscience, Shinjiki, vous avez vu tout à l'heure, il avait utilisé Chie Shinjiki, la sagesse et la conscience, terme utilisé par Dogen donc dans ce sermon, et le corps, l'autre, c'est le Mi, n'est-ce pas, dont on vient de voir Tsu Shinsho, Hen Shinsho, que c'est l'ultime lieu de perception de la prédication de l'inanimé. Nous avions bien Shin, Mi et Kokoro, et là, Shinjin Datsuraku Subeshi. Nous avons ainsi fort brièvement survolé ce riche, ce foisonnant sermon de Dogen sur un thème dérivé directement d'un dogme de la scolastique du Tendai, qui est la nature du Bouddha dans l'inanimé, et son corollaire dogmatique, la possibilité pour le végétal et le minéral d'accéder à l'état de Bouddha. La conséquence de ces dogmes est donc la possibilité pour l'inanimé de prêcher la loi bouddhique, idée qui est une riche fortune littéraire, dans la poésie notamment, et que l'on nous voit illustrer entre autres par le contemporain aîné de Dogen, Jien. Mais Dogen s'est évertué ici à démanteler l'intelligence que l'on pourrait avoir de ce dogme et les affirmations trompeuses que l'on pourrait faire à son sujet. La notion même de prédication, qui est le substrat de la question, est remise en cause, puisqu'elle n'est pas l'objet de l'audition, mais d'une sorte de vision transcendante qui la met au-delà de notre perception ordinaire. Dans sa rhétorique combinatoire, Dogen remet en cause la notion même d'inanimé, de façon si systématique qu'il finit parfois par rencontrer, volontairement ou non, certains dogmes du Tendai. Nous pouvons bien sûr penser à la non-discrimination entre animé et inanimé, qui est aussi acceptée dans la dogmatique de l'école, cela va sans dire. Nous voyons aussi Dogen rencontrer des thèmes qui semblent propager bien au-delà de son propre cercle dans le Japon de son époque. Ainsi, lorsqu'il suggérait tout à l'heure que les plantes qui poussent dans les demeures des immortels sont impossibles à décrire en termes d'animé ou d'inanimé, et donc qu'elles peuvent l'être comme animées, on ne peut s'empêcher de penser au singulier épisode du Senjusho, vous savez, les extraits d'un florilège, que nous avons lu il y a 2 ans, où la description des plantes qui entouraient un ermite de la terre pure laissait penser qu'elles aussi avaient accédé à la renaissance en terre pure. Les plantes étaient renées dans la terre pure du Bouddha Amida. Ce serait ici un nouvel indice de l'insertion plus grande qu'on ne le pense généralement de Dogen dans des représentations du bouddhisme japonais de son époque, jusque dans des dimensions que l'on pourrait juger populaires, ou en tout cas littéraires. Mais il est bien sûr important pour nous de comparer ce sermon, daté de 1243 et rédigé en japonais, avec celui sur le même thème que nous avons étudié au préalable, rédigé en chinois et datable de 1251, très peu de temps avant sa mort, en 1253. Nous nous rappelons qu'il porte sur les mêmes extraits de dialogue Chan, et que seul le dernier tiers du texte est occupé par les commentaires de Dogen, infiniment plus concis que celui que nous venons de voir. Il va sans dire, je crois que c'est fini, oui, il va sans dire que le maître n'avait pas oublié son sermon précédent et que la lecture du texte du Eihei Koroku ne peut que s'enrichir de celle du Shobogenzo. Il faut même lire le Shobogenzo avant de lire le Eihei Koroku. Et la présuppose même. Sinon, que pouvons-nous faire de sa conclusion, que je rappelle ici? La conclusion donc du sermon de Eihei Koroku prononcé en chinois par Dogen sur ce même thème, Mujo Seppo. La prédication de l'inanimé est inconcevable. Bon, ça, on le sait maintenant. Les ainsi venus des trois temps la reçoivent avec foi. Vous voyez que ce sont les ainsi venus, les Tathagata, les Bouddhas, les Nyorai, qui reçoivent la prédication de l'inanimé, ce qui est paradoxal.
Qui donc y aurait-il encore à pouvoir la comprendre? Sarani tareari ka mata esuru koto en. Et là, c'est son dernier mot, sa conclusion, et sa chute, c'est pas du datsuraku, là, c'est du rakugo, n'est-ce pas? Un simple bâton de moine, comme celui qu'il a dans la main, il est en train de prêcher, s'en rend compte en toute tranquillité. Ishi no shujo, naozari, n'est-ce pas? Ishi no shujo, hitotsu no eda no shujo, c'est le bâton de moine, n'est-ce pas? Naozari shiru. Il s'en rend compte, il en prend conscience en toute tranquillité. Tokan lu naozari. Répétons que, comme nous l'avons fait il y a 3-4 cours, n'est-ce pas, que l'adjectif naozari, tokan, n'est pas anodin. Il implique la méditation profonde, la paix de l'esprit nirvané. Appliqué à un bâton, il fait résonner l'idée de l'éveil de l'inanimé. Dogen, dans cette chute, digne d'un artiste du rakugo, vient ainsi illustrer devant ses disciples ce que disait le maître Chan chinois, la prédication de la loi par l'inanimé, c'est l'inanimé qui l'entend. Et il montre son bâton. Nous voyons que pour arriver à cette conclusion en chinois, Dogen est passé par un long développement en japonais, au cours duquel il a examiné sous toutes ses coutures les possibilités d'interprétation du dogme, qu'il a traité certes dans l'esprit du Chan, mais avec des outils exégétiques hérités directement du Tendai et de ses procédés scolastiques, fondés sur les infinies possibilités herméneutiques que donne le procédé de la lecture explicative, le kundoku. Tout le monde aura compris que nous avions bien besoin d'au moins 3 cours pour survoler, sans avoir pu malheureusement entrer dans le détail d'un texte aussi riche, ces développements de Dogen à travers les 2 langues. Nous verrons au prochain cours comment il a exprimé sa pratique religieuse au moyen de la poésie chinoise, pour aborder dans l'avant-dernier cours ses poèmes japonais, ses waka. Et je vous remercie pour votre attention aujourd'hui.